bonjour. Il est temps pour nous de vivre des moments intenses, forts, inoubliables, exceptionnels. Vous regardez des mots et des bas. Merci à vous d'être présent. L'invité que je reçois est d'origine turque, kurde. Il est directeur exécutif d'un journal appelé Le 1. C'est son premier roman qui a été d'ailleurs sélectionné pour le prix Médicis 2017. Meyer Guven, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Eh bien, je vous en prie. Alors, c'est votre premier roman, Meyer Guven, ça s'appelle Grand Frère, édité chez Philippe Ray. Eh bien, commençons sans plus tarder la première partie de l'émission, au fil des pages. Meyer Guven, dans votre roman, il y a deux personnages qui échangent. D'un côté, il y a Grand Frère, et de l'autre, Petit Frère. Pour quelles raisons n'ont-ils pas de prénom, même si nous découvrons leur prénom à la fin, mais tout à la fin de votre roman? Pourquoi n'ont-ils pas de prénom au début, tout au long de la lecture de votre roman? Alors, premièrement, c'était un vrai défi personnel en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, d'écrire une histoire où les personnages n'ont pas de prénom. Et donc, je me disais à chaque fois, au fil des pages, mais est-ce que les lecteurs vont se rappeler qui est qui? Et en fait, du coup, c'est un travail technique, mais pour moi, ce qui était important, c'est que le lecteur ne donne pas, en fait, se construit une image des personnages lui-même, qu'il imagine éventuellement son propre frère, ou quelqu'un qui a les cheveux crépus ou non, ou la peau foncée ou claire, peu importe. L'important, c'est qu'il imagine ce personnage comme un humain avant tout. C'était très important pour moi. Donc du coup, Grand Frère, Petit Frère, c'était une solution pour répondre à ça. Alors, vous présentez Grand Frère comme un chauffeur de VTC, mais qui a un passé lourd en fait. C'est quelqu'un qui est passé trouble, qui n'est pas très honnête. C'est un jeune homme qui, disons, en français argotique, on dirait que c'est un jeune homme paumé. Oui. Maintenant, on dirait que c'était une racaille. Oui. Mais je dirais que c'est un jeune homme paumé avant tout, puisqu'il n'a jamais fait de mal à personne. C'était un adolescent qui rêvait de football, qui, par le hasard du destin, n'a pas pu faire de football alors que tout le prédestinait à devenir footballeur, qui ensuite a découvert une béquille à sa vie qui était la drogue, l'herbe, la marijuana, Oui. et qui ensuite, parce qu'il avait des talents pour conduire des voitures, est devenu un transporteur de drogue. Et donc du coup, c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui aime bien dépasser un petit peu les limites, Oui. pas trop non plus, ce n'est pas un grand bandit ou un grand malfrat ou mafieux. Et puis finalement tout ça le fait tourner en rond puisqu'il n'avance pas dans la vie, il n'a pas de statut social, il s'ennuie avec ses amis en bas des hautes tours en béton. Et donc du coup, quand Uber arrive en France, il se trouve une voie de sortie. Oui. Il se dit mais dis donc ça c'est pas mal parce que ça va me faire sortir de mon quartier. Je vais porter un costume, je vais gagner ma vie et en plus je vais utiliser ce que je sais faire, c'est-à-dire conduire des voitures. Donc il est un peu comme ces mineurs à la fin du siècle dernier qui foncent vers la Californie pour les mines d'or, Oui. à la conquête du Far West, mais lui il le fait avec une belle berline au volant de sa belle berline. Il y a aussi dans votre roman donc ce petit frère qui, lui, on va découvrir que c'est un infirmier. Et c'est étonnant parce que dans votre roman, les caractères aussi changent, c'est-à-dire la typographie, la police change pour différencier chacun des personnages. Oui. C'est un souhait de l'éditeur ou de vous? C'est mon souhait personnel, c'est vraiment pour pouvoir distinguer dans le texte, que ça soit très simple pour les lecteurs. C'est une aide à la lecture, si vous voulez, une facilité de lecture, plus qu'un effet de style ou autre. De savoir tout de suite où on est rendu. Mais il y a comme un effet de style, parce que le chauffeur de VTC, Grand Frère, et c'est vrai, comme vous l'avez dit, il fait plutôt banlieusard, parisien banlieusard, argot, racaille, wesh, on entend, pour certains mots, voilà, on sent que c'est vraiment Oui. la banlieue. Et tandis que lorsque c'est Petit Frère, qui est infirmier, déjà le caractère typographie est plus sombre, plus serré, sa manière de parler aussi au lecteur est beaucoup plus posée, plus soutenue. Plus sensé. Oui, ce sont deux, si vous voulez, le chauffeur de VTC, c'est un jeune homme très spontané qui ne réfléchit pas beaucoup à ce qu'il dit. Si vous voulez, ça sort de sa bouche avant même que son cerveau ait pu analyser ce qui va sortir. Alors que l'autre est brillant avant tout, c'est un infirmier, c'est un jeune homme qui est épris de justice. Ce qu'il a toujours voulu depuis toujours, c'est aider les autres, c'est pour ça qu'il choisit son métier. Mais il n'a aucune solution à ça.
Il vit dans un pays où il n'arrive pas, lui, soigner des gens à l'hôpital, ça ne lui suffit pas. Et il n'arrive pas à résoudre toutes les questions dans son cerveau, dans sa tête, toutes les questions géopolitiques auxquelles le monde est confronté, et son pays, la France, est confronté, il n'arrive pas à les résoudre. Il ne comprend pas pourquoi, d'un côté, la France soutient un pays et en même temps soutient aussi ses opposants. Il ne comprend pas, il rumine lui aussi. Et puis finalement, il décide de partir, de rejoindre une organisation humanitaire. Parce qu'il est bien conscient, il sait très bien ce qu'est Daesh, l'organisation État islamique. Mais lui, c'est une sorte d'intelligent naïf. Il rejoint une ONG, comme ça, lui, il se considère comme étant propre. Oui. Et puis, dans sa grande naïveté et sa grande bonté, il arrive en Syrie, sauf que... Surtout son idéalisme, c'est vrai. Exactement. La Syrie, c'est un terrain de guerre. Oui. Et donc, du coup, ça, en enquêtant, donc on va en reparler, il y a beaucoup de gens comme ça qui partent à la guerre par idéalisme, en pensant que c'est facile. Vraiment, en disant, oui, bah, on choisira un camp, et puis où on ira soigner des gens. Et puis, du coup, sur le terrain, ça ne se passe pas du tout comme c'était prévu. Oui, parce qu'on sent vraiment la dureté du conflit, les drames, là, le traumatisme, parce qu'on assiste avec Petit Frère à des scènes, il voit des blessés, des morts, il doit même à un moment aider une femme qui va accoucher en faisant une césarienne. C'est la première fois, il n'est pas médecin, chirurgien. Et là, on assiste vraiment à ce, je sais pas, à ce sang qui coule, à ce fœtus qu'il doit sortir du ventre de la maman. Et on sent ces bombardements, on sent un stress. Oui, et en fait, si vous voulez, il arrive dans un pays en guerre, et lui, il arrive avec ses réflexes français. Oui. Vous voyez, d'un enfant qui a grandi dans un pays, même s'il a grandi dans un quartier pauvre, il a grandi dans un pays riche, profondément riche, puisque ce n'est pas une richesse forcément matérielle, quoique notre pays est très riche, même quand on vient d'un quartier pauvre, on grandit dans l'opulence, mais c'est la sécurité, vous voyez. Donc lui, dans une ONG, il pense qu'en Syrie, il va être protégé. Sauf que dans un pays en guerre, celui qui gouverne est celui qui exerce le monopole de la violence. Ça, toutes les personnes qui ont vécu la guerre ou qui ont connu un pays en guerre, moi ça a été le cas pour mes parents en Turquie, oui. Vous savez que c'est celui qui tient la mitraillette qui gouverne, plus que le plus riche ou autre. Donc du coup, il est confronté à ça, et on lui demande d'exercer non pas une médecine, en tout cas de confort et de soins comme il exerce en France, mais une médecine d'urgence. Et quand il dit « mais je ne sais pas faire ça », on lui dit « mais c'est pas la question, tu dois savoir faire. » Tu dois te débrouiller. Ici, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier. Tu es là pour soigner. Et il se pose aussi la question de la religion. On sent que l'apparence, puisqu'il y a une pression, les terroristes, les islamistes, on va dire, les djihadistes sont présents, sont autour de lui, et il doit même aussi changer de tenue, changer d'apparence. Oui. Alors qu'il est neutre dans sa tête. Lui, si vous voulez, c'est un croyant, mais c'est un croyant qui considère que sa croyance ne lui appartient qu'à lui et qu'il ne doit... Mais le fait aussi qu'il soit, parce que j'ai oublié de rappeler aux téléspectateurs que grand frère et petit frère sont métis, leur maman est bretonne. Exactement. Alors est-ce que c'est pour cela que la religion n'est pas si importante pour eux ? En fait, c'est différent pour les deux, puisque le grand est beaucoup moins attaché à la religion que le petit. C'est-à-dire que le grand, pour lui, c'est une religion de confort. Oui. C'est parce que c'est la grand-mère qui leur a appris, puis le père. Et en fait, il pratique parce qu'il y trouve une certaine aise, ça lui permet de se calmer. C'est une sorte de méditation. D'ailleurs, il l'explique à un moment dans le livre. Le petit, lui, s'est toujours posé des questions depuis l'enfance. Et c'est son intelligence qui le mène à se poser ces questions. Il ne comprend pas ce qu'est l'univers. Il ne comprend pas pourquoi il est sur cette terre. Donc, il se pose toutes ces questions. Pourquoi certains sont fortunés et d'autres ne le sont pas. Donc, du coup, c'est ce qui pousse son sens religieux, en tout cas, sa recherche religieuse. Et par contre, ce n'est pas quelqu'un qui est un prédicateur, ou en tout cas, il n'est pas prosélyte dans sa pratique, il est tourné vers lui-même. Oui. Sauf que quand la religion devient politique comme en Syrie, il est obligé de se fondre dans la masse, parce que sinon, il court de grands dangers. Et donc du coup, effectivement, le look vestimentaire, la manière dont on taille la barbe, permet d'avoir une adhésion dans le groupe. Et quand vous voulez être un bon infirmier, pouvoir soigner de plus en plus, avoir des moyens, vous avez tout intérêt à bien vous faire voir du chef en Syrie. Et donc, du coup, enlever la moustache ou pas, en tout cas, se mettre à la mode du jour. Mais vous savez, la mode touche toutes les classes toutes les classes sociales, y compris en France. Si vous voulez travailler dans des grandes entreprises, il faut venir en costume-cravate. C'est une autre sorte de mode, pour simplifier, mais en tout cas, j'ai voulu souligner à cet endroit-là, vous voyez, ce qu'on appelle l'effet de mode, en tout cas.
parler de la Syrie, du conflit en Syrie. Pourquoi était-ce important de situer ces deux personnages, cette histoire, cette trame en Syrie? Écoutez, moi, je suis très attaché à la littérature qui raconte la vie et qui pose des questions sur la vie. Euh, donc, je voulais que mon livre se passe entre 2013 et 2016. Et il se passe entre 2013 et 2016. Je voulais faire un livre que j'avais envie de lire. Et donc, du coup, le situer en Syrie, ça me permettait à moi de me poser toutes les questions. Pourquoi la Syrie? Pourquoi des jeunes avec qui j'ai grandi, ou en tout cas des jeunes de ma génération, partent en Syrie? Pourquoi ils ne trouvent pas de sens à leur vie ici? Pourquoi nous ne comprenons pas le conflit syrien? Et donc c'était très... Pour moi aussi, c'était que le lecteur se questionne sur ce qu'est le conflit syrien vraiment, pourquoi nous restons indifférents, en tout cas distants, à ces conflits. Et puis c'est un conflit qui est proche de la France en réalité, puisque nous sommes directement concernés. Oui, parce que vous parlez justement des attentats qui a eu lieu en France. Vous parlez de Charlie Hebdo, de ces attentats au stade Plaine Saint-Denis et puis à Paris du côté de Charonne et Bastille. Vous en parlez. C'est quelque chose qui vous a bien sûr marqué. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans que des ados avec qui vous avez grandi, des ados qui ont grandi dans des orphelinats, les frères Kouachi ont grandi dans des orphelinats, leur mère était mi-droguée, mi-prostituée, ce n'est pas une fanatique religieuse. Qui aurait pu imaginer que ces enfants, au nom d'une religion, un jour font des attentats contre un journal qui leur déplaît, qu'ils estiment insultant? Personne n'aurait pu imaginer ça il y a 15 ans. Je vous assure, vous auriez pris un ticket de loterie. Il y a peu de chances que la cote soit très élevée à l'époque. Donc du coup, c'est aussi de poser toutes ces questions-là. Pourquoi ces enfants deviennent... Pourquoi un enfant à Rouen qui a grandi dans une famille, je n'aime pas dire ça, mais en fait une famille française depuis longtemps, égorge un prêtre dans une église? Donc c'est des questionnements profonds. Je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas fuir. Il faut vraiment essayer de travailler ça. Et je trouve que la fiction a ce pouvoir d'apaiser, puisqu'en plus, on peut jouer avec le lecteur. Je le dis aux téléspectateurs, il y a beaucoup d'humour dans Grand Frère. Donc Oui, du coup, oui. ça permet, je ne dis pas qu'il faut rire de tout, mais en tout cas, l'émotion du rire permet de mieux comprendre parfois et de le prendre avec plus de légèreté. Espérons que dans 30 ans, tout cela sont des histoires, pas anodines, mais du coup, disons, un passé qu'on voudra oublier et qu'on aura pu oublier parce qu'il sera finalement léger. Voilà. Il y a le papa qui existe, il y a la grand-mère qui est dans une maison de retraite, Oui. et il y a le papa aussi qui est chauffeur de taxi. Oui. Voilà. Mais le papa, on le sent déjà, la maman est morte quand les enfants étaient on va dire enfants, adolescents. Oui. Et c'est le papa qui a élevé seul les deux enfants, les deux fils. Il y a comme une sorte de complicité, de rapprochement. Il y a une sorte de sensibilité entre le père et le grand frère. C'est comme s'il y avait ce respect entre eux. Enfin, le fait peut-être que le papa ait éduqué les deux fils seuls. Écoutez, il y a le proverbe d'un auteur anglais que j'aime beaucoup qui dit les parents d'abord on les aime, ensuite on les déteste, parfois on leur pardonne. Et donc du coup ce grand frère, à mesure qu'il grandisse, il commence à comprendre son père, à comprendre qu'il est immigré, qu'il a grandi avec d'autres références culturelles. Il a grandi dans un pays qui était marxiste jusque dans les années 90. Oui, parce qu'il insiste, le papa va dire qu'il est communiste, et puis quand il s'exprime aussi, il a des problèmes en français. Simuler cette figure de l'immigré un peu intello, qui vient d'un pays marxiste, moi je l'ai souvent rencontré dans la jeunesse issue de l'immigration, que ce soit des personnes qui arrivent d'Afrique. J'avais deux très bons amis, leur papa venait du Congo, mais là le papa est syrien, mais vous auriez pu le remplacer par ce papa congolais. C'était la même manière de réfléchir, en tout cas de se comporter, d'analyser les choses, et la même vision de la réussite que doivent avoir ces enfants. Donc c'est des gens qui ont travaillé très dur parce qu'ils y croyaient. Ils croient dans la France, ils croient dans les vertus de l'éducation, ils croient en la méritocratie. Et sauf que il y a quelque chose qui leur échappe puisque les enfants prennent d'autres chemins. Ils choisissent autre chose. Et là, forcément, ça crée beaucoup de tensions jusqu'à ce que le grand frère arrive à l'âge de 30 ans et commence à comprendre son père, d'où il vient, les années de prison, pourquoi il fuit la Syrie, pourquoi il s'installe en France, pourquoi il s'acharne avec son métier de taxi, etc. etc. Nous apprenons tout d'un coup à travers donc le chapitre de Grand Frère que Petit Frère est revenu
Il va même sonner à la porte de l'appartement de grand frère. Et là, il tombe des nues parce que jamais petit frère n'a donné des nouvelles. Mais par contre, je me suis posé la question, il y a eu ce silence, cette attente. Pourquoi ne dit-il pas à son père que petit frère est revenu en France? C'est la peur en réalité. C'est la peur puisqu'il ne... Vous voyez, son père est très directif, très colérique. Il ne sait pas ce qui va se passer. Et donc du coup, il préfère gérer ça tout seul dans son coin en disant ça va aller. Tout le monde a connu ça. Vous avez un problème, même grave, vous vous dites avant d'en parler, je vais m'occuper de ça tout seul, et puis sûrement que je m'en sortirai. Et puis au fur et à mesure que le problème s'amplifie, en fait c'est un effet graduel, on ne s'en sort plus. Et donc du coup, à un moment, le problème est tellement grave qu'on ne peut plus en parler non plus, parce que là, on est vraiment dans le pétrin. Donc du coup, c'est ce qui se passe. C'est une situation très classique dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire des hommes et de la manière dont ils se comportent. Et dans votre roman, comme grand frère fume énormément, on va dire, des cigarettes illicites, on a le sentiment, on se dit, mais est-ce que petit frère existe? Est-ce qu'il est en train de rêver, d'imaginer? Est-ce qu'il est en transe? Enfin voilà, est-ce qu'il fait un bad trip? C'est cette question que je me suis posée tout au long du livre. Ça, c'est une question que je réserve aux lecteurs, c'est à eux de le découvrir. Il y a beaucoup de jeux dans Grand Frère. C'est à la dernière ligne qu'ils auront les réponses à toutes les questions du livre. En effet. Et encore une fois, je me répète, mais je voulais écrire le livre que j'avais envie de lire. Et moi, j'aime beaucoup les livres où je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, j'ai des pistes. Souvent, je me trompe en me disant, tiens, je pense que finalement l'auteur m'emmène ailleurs. Du coup, quand vous êtes auteur, c'est un jeu. Vous jouez constamment. C'est un peu comme si je faisais de la peinture. Moi, j'aurais été peintre, je ferais des trompe-l'œil. J'adore ça. J'adore m'amuser avec le lecteur. Donc, du coup, avant la dernière page et la dernière ligne, on ne saura pas. Votre nom, Meyerguven, Oui. c'est le nom d'un peintre? Alors, oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Meyerguven, qui est peintre, que je ne connais pas, qu'on a une légère ressemblance physique en plus. Du coup, ça intrigue beaucoup de gens, mais c'est un peintre en Turquie qui est très célèbre. Voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup, Meyerguven, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à Carte sur table. Pour la deuxième partie, Carte sur table, alors on va découvrir qui est Meyerguven. Vous êtes, comme je le disais au début de l'émission, directeur exécutif du journal Le 1. Qu'est-ce que c'est ce magazine? C'est un magazine, un journal? C'est un journal hebdomadaire. Même, on va aller plus loin, c'est un objet de presse. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Le 1, c'est un journal qui est né de l'initiative d'Éric Fotorino, l'ancien président-directeur général du grand journal Le Monde, et de Laurent Greilsheimer, qui était à l'époque le directeur de la rédaction. Donc tous les deux, en gros des années 2005 à 2011-2012, ont dirigé le journal Le Monde. Et puis quand cette aventure s'est terminée, ils avaient à cœur de faire le journal qu'ils avaient envie de lire. C'est-à-dire un journal mince que l'on peut lire du début à la fin. Puisque eux-mêmes, en tant que lecteurs, avaient toujours cette frustration de ne pas tout lire dans un journal et d'avoir un sentiment de culpabilité vis-à-vis du journal qu'ils avaient acheté, auquel ils étaient abonnés, de se dire « mais finalement, je n'ai rien lu, j'ai lu qu'un dossier qui était en couverture ». Donc du coup, fort de tout ça, ils se sont dit « pourquoi on ne ferait pas un journal qu'on lit du début à la fin et comment on le ferait ?» Du coup, le 1, c'est une fois par semaine un seul sujet d'actualité. Oui. Et c'est un sujet d'actualité qui est étudié, raconté, expliqué avec plusieurs regards. C'est-à-dire que dans le 1, vous avez un sociologue, un journaliste, ou plusieurs journalistes, un poète, un écrivain, un dessinateur de bande dessinée, un économiste, un politologue, et toutes ces disciplines, vous pouvez avoir des anthropologues, vous pouvez avoir des scientifiques, vous racontent le sujet. Nous partons du principe que le lecteur est intelligent et qu'il se fait son propre avis. Donc dans le 1, vous pouvez lire des avis contradictoires, mais ça redonne, si vous voulez, le pouvoir au lecteur de se faire son propre avis. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser. Le lecteur est là pour, lui, se faire sa propre opinion. Donc ça sort une fois par semaine. L'autre particularité du 1, c'est que c'est sur une seule feuille de papier. Oui, en effet. Donc c'est un journal qui se déplie. Qui se déplie, oui. Donc tout d'abord, il est au format A4. On ouvre une fois, c'est un format A3. 2 fois, c'est un format A2. 3 fois, c'est un format A1. Donc dans son dernier dépliage, il fait la taille d'un journal comme Le Canard enchaîné ou Le Monde, par exemple. Et donc du coup, vous savez, en latin, déplier, c'est expliquer, et déplier, c'est la même racine, c'est explicare. Donc du coup, en dépliant, on explique. Donc on avance dans le sujet petit à petit, souvent c'est différents formats. Donc du coup, pourquoi on dit un objet de presse? C'est que c'est un journal, mais en même temps,
c'est quelque chose qui se déplie. Et le 1 n'est ni un journal d'actualité, ni une revue. Disons que c'est un journal qui raconte l'époque. Donc du coup, même 2 ans après qu'un sujet sort, même s'il est hebdo, on peut relire le 1. Les thématiques traitées, la semaine dernière, c'était une grande enquête sur le sucre, par exemple, sur les dangers du sucre. Oui. Comment les lobbies industriels ont discriminé le gras, en expliquant que le gras était très grave pour la santé, pour pouvoir avoir les mains libres et mettre du sucre dans les aliments. Cette semaine, le sujet est « Faut-il rire de tout ?» Donc du coup, on parle de ça. Donc du coup, le 1 donne du fond. Vous voyez, c'est un peu comme le slow food. C'est du journalisme un peu plus lent. On raconte l'époque. Voilà. Y a-t-il des sujets que vous refusez d'aborder ? Écoutez, par exemple, on s'est toujours dit qu'on n'avait pas besoin d'interviewer Marine Le Pen. On se refuse d'interviewer Marine Le Pen. On ne veut pas la mettre sur un piédestal. Après, il y a des sujets où on fait attention parce qu'on n'est pas... si vous voulez, l'émotion est encore très vive. Donc du coup... C'est-à-dire vous voyez, lors de l'affaire Weinstein, oui. On ne savait pas comment se positionner immédiatement. Donc on a attendu un petit peu. Et puis après, on s'est dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, comment on pourrait apporter un plus au lecteur. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un numéro sur la construction de l'identité masculine. Comment on devient un garçon. Et donc, on raconte de la cour de récréation jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au moment où on devient papa, puis grand-père, comment on est un homme. Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on est avec la volonté de se bagarrer? Quand vous regardez une cour de récréation, vous savez, c'est pas très compliqué, c'est pareil dans tous les pays. Le terrain de foot est au centre de la cour de récré, systématiquement, et tous les jeux pour les filles sont à l'extérieur. Donc tout ça conditionne, vous voyez, l'identité, la manière de se comporter. Quand, dans une école primaire, on dit à un garçon, voilà les déguisements pour garçons, policier, pompier, et qu'on dit à une fille, voilà les déguisements pour filles, infirmière, maîtresse, princesse. Et ça conditionne. On pourrait très bien donner à une fille le déguisement de policier et au garçon le déguisement d'infirmier. Oui. Mais donc du coup, tout ça, ce sont des toutes petites choses, complètement anodins, mais tout ça construit petit à petit. Donc du coup, non, on ne s'interdit rien. Par contre, il y a des choses où on fait attention, on prend le temps de réfléchir, parce que on a quand même vite fait de dire des choses qu'il ne faut pas entendre. Et vous savez, quand vous donnez trop votre opinion, vous allez beaucoup trop vite. La démonstration a un effet performatif, c'est-à-dire qu'on construit la vérité. On ne la raconte pas, on la construit. Donc on fait très attention à ça. Et par exemple, quand vous disiez pour le thème « Peut-on rire de tout ?», est-ce que vous parliez de l'affaire Tex qui s'est moquée justement, qui avait raconté l'histoire d'une femme qui s'est fait, qui a un œil au beurre noir, deux yeux au beurre noir et qui connaît la raison. Enfin bon, bref, c'était pas très drôle, mais est-ce que par exemple vous prenez le cas aussi de l'humoriste Dieudonné En fait, on en parle avec on a un spécialiste des médias. Nous, on a vraiment anglais sur peut-on rire de tout, faut-il rire de tout d'ailleurs, sur, vous savez, aujourd'hui, n'importe quelle émission politique en France ou dans la matinale, il y a systématiquement un humoriste. Oui. Ce qui fait que ça allège l'émission, etc. Mais en même temps, ça désacralise la parole politique. Si vous voulez, c'est brimé. On rigole tout le temps, il y a du ricanement partout, les journalistes deviennent des humoristes, les journalistes deviennent des humoristes. Et donc, du coup, c'est cette question-là qu'on a posée. C'est pas d'interdire le rire, c'est de montrer que le rire est partout, tout le temps, et qu'il y a une injonction à rire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des moments où on pouvait rigoler, s'arrêter, être plus léger. Mais maintenant, il faut rire tout le temps. Tout doit être drôle. Donc, du coup, on parle des questions que vous m'avez posées, soulevées, mais plutôt du point de vue des sciences sociales. Si vous voulez, on fait intervenir un sociologue, un spécialiste des médias, qui raconte ça, ces affaires qui l'ont choqué ou pas, ces humoristes qu'on met, en tout cas qu'on montre du doigt, on raconte pourquoi, etc. Voilà. Merci beaucoup, Maher Guven, de nous avoir présenté votre journal. Donc c'est le 1. Il est basé à Paris ? Il est basé à Paris, exactement. Oui, parce que vous êtes d'origine nantaise. Oui. Voilà, vous êtes élevé à Nantes. Très bien. Nous allons passer au coup de cœur. Votre coup de cœur, Maher Guven. Alors, il y a un roman que j'aime beaucoup, qui est le livre Martin Eden de Jack London. Martin Eden, c'est l'histoire d'un jeune homme qui doit avoir entre 20 et 25 ans, qui est marin,
et qui, à la suite d'une bagarre dans un pub aux États-Unis, au début du siècle dernier, rencontre un jeune aristocrate parce qu'il lui sauve la mise. Lui, il se débrouille bien en boxe, et puis il sauve la mise du jeune aristocrate qui est complètement éméché. Et donc cet ami aristocrate l'invite à dîner chez lui. Et lors de ce dîner, le marin, qui est un prolétaire, un ouvrier, un marin, découvre toute la richesse de la bourgeoisie et une très belle fille qui s'appelle Ruth, dont il tombe éperdument amoureux. Mais il se demande dès lors comment je vais séduire cette fille, qui a l'air très éduquée, puisque des discussions s'engagent. Lui, il ne connaît rien, il connaît les bateaux, la mer. Et puis, il comprend qu'il va falloir s'éduquer. Donc, il commence à s'éduquer. Il va dans les bibliothèques, il lit, il s'intéresse à tout, il s'enrichit. Et il décide de devenir écrivain. Sauf que tous ses premiers essais ne fonctionnent pas. Il envoie à des maisons d'édition, rien ne marche, rien ne fonctionne. Jusqu'à ce qu'un jour, un éditeur lui réponde. Et donc, du coup, ça raconte ça. Ça raconte comment un monsieur qui n'est personne, un jeune homme qui n'est personne, découvre la vie, découvre l'amour, les passions, découvre le monde des livres, le monde intellectuel. Pourquoi qui n'est personne? Ça me fait penser à Emmanuel Macron. Si vous voulez, alors, pardon, oui. Lui se qualifie, il dit « je suis personne ». Et donc, je ne dévoile pas la fin, mais quand il devient quelqu'un, il revient là-dessus. Il dit « mais j'ai toujours été quelqu'un ». Et c'est ça qui est touchant. C'est-à-dire que c'est pas moi qui le qualifie. Lui se qualifie de personne. Au moment où il arrive dans la famille de Ruth, il se trouve... Il décrit ses mains, par exemple. Il dit « regardez mes mains, elles sont grosses, elles ne sont même pas capables de saisir une fourchette », ce genre de choses. Donc, tout un tas de choses. Il décrit sa démarche, la courbure de ses jambes, ses épaules rentrées. Vous voyez Oui, comme s'il faisait pas vraiment partie de cette classe sociale où il faut toujours se tenir droit pour exactement. un Donc il raconte tout ça. Il faut imaginer que c'est le début du siècle dernier, où toutes ces conventions sont beaucoup plus importantes. Il décrit par exemple le dîner. Les gens ont des... il raconte comme ayant des livres sous les bras pour manger. Vous voyez, donc tout ça... Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que d'un côté, à une échelle beaucoup plus faible, j'ai connu ça en arrivant à Paris. Oui, moi, j'étais complètement perdu. Les premiers amis que j'ai eus étaient des gens immensément riches. J'arrivais chez eux, ils avaient des appartements de 700 mètres carrés. Vous ne saviez même pas où vous pouviez vous asseoir, il y avait tellement de place. Donc du coup, oui, j'ai pu à un moment de ma vie me considérer comme étant personne, vous voyez. Mais c'est pas grave, en fait, de notre personne, puisqu'il y a une... Si vous voulez, dans l'anonymat, il y a une force. Moi, j'adore vivre à Paris pour ça. C'est parce qu'à Paris, je suis anonyme. Je peux être n'importe où. Personne ne me reconnaît. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que c'est ce qui me permet d'être relativement libre. Donc, ce livre raconte tout ça. C'est l'histoire, c'est grandeur et décadence, l'ascension d'un jeune marin qui se considère comme étant personne, devenir l'un des écrivains les plus célèbres du pays. Et puis, une fois qu'il est au sommet, se poser beaucoup de questions sur sa vie, et notamment se moquer, en tout cas, de ce monde qui, lorsqu'il n'était pas grand-chose, mais déjà très intelligent, ne l'écoutait pas, et maintenant qu'il est très célèbre, boit toutes ses paroles, etc. Oui. C'est un livre qui vraiment se lit très facilement, mais qui raconte énormément de choses. Vous savez, ça a beau avoir plus de 100 ans, on a l'impression que c'est écrit aujourd'hui. Vraiment. Et ça, je trouve que c'est un livre universel. On peut le lire dans n'importe quelle langue. Il raconte des histoires profondément humaines. Ça pourrait être, vous savez, quelqu'un qui quitte le pays de mes parents, la Turquie, comme... sans papier, et qui, pour venir en France, qui obtient ses papiers, devient immensément riche, donc qui se considère comme étant personne, et puis une fois qu'il devient très riche, il dit « attendez, en fait, est-ce que j'ai trouvé vraiment le bonheur ?» etc. Donc du coup, je trouve qu'il y a une universalité dans cette histoire qui est très intéressante. Merci beaucoup, Meyer Guven, d'avoir présenté votre coup de cœur. Et puis aussi, vous êtes venu à Télésud pour nous parler de votre premier roman, Grand Frère, voilà, édité chez Philippe Ray. Merci à vous. Merci. Et quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, et oui, toujours bourré de talent. Merci de votre fidélité, au revoir et à bientôt.